Aujourd'hui, je vais faire un point sur plusieurs typologies d'actions. Et en fin de vidéo, sur la partie PEA, j'évoquerai également le nom de 5 entreprises cotées qui devraient voir leurs bénéfices fortement rebondir en 2025, ce qui sous-entend une réappréciation possible du cours de bourse. Ça, c'est intéressant. Mais avant, l'actualité financière d'aujourd'hui, c'est la Chine, qui vient d'annoncer un plan de relance sans précédent. Résultat, la bourse de Paris, qui est exposée à la Chine via le secteur luxe, en a un peu profité, idem pour la bourse chinoise. D'ailleurs, le CSI 300, qui est l'indice boursier de Shanghai et Shenzhen, composé de 300 des principales capitalisations boursières chinoises, n'avait pas autant monté depuis mars 2022. C'est pour vous dire à quel point les financiers ont apprécié la nouvelle. Voilà, j'aime bien. Maintenant, la grande question est la suivante. Est-ce que le plan de relance que vient de dévoiler la Chine peut véritablement donner un coup de fouet à l'économie et in fine aux actions exposées à ce marché chinois? Sur PEA, je pense bien évidemment au secteur luxe, fortement dépendant de la Chine, le secteur sidérurgique aussi, à l'instar d'ArcelorMittal qui profite aujourd'hui, mais je pense également au secteur automobile et plus particulièrement à Volkswagen et Mercedes. Mercedes, qui soit dit en passant, est ma préférée des deux, je vous renvoie à cette vidéo de vendredi dernier. Alors, avec ce plan de relance, est-ce que la population chinoise va enfin se remettre à acheter du Hermès, du Louis XIII et des grosses Merco? Concrètement, le plan est le suivant, la Banque populaire de Chine va réduire son taux d'intérêt de référence de 1,7 à 1,5%, ainsi que le montant des liquidités que les banques doivent conserver en réserve afin de débloquer davantage de moyens pour l'octroi des prêts. Elle a également annoncé qu'elle réduirait le taux d'intérêt applicable aux prêts hypothécaires existants et qu'elle abaisserait les acomptes pour les résidences secondaires. D'autres mesures sont prévues et comme le relatait justement ce papier financier, ce train de décision n'arrive pas par hasard. L'activité de l'économie chinoise s'est encore affaiblie au cours de l'été, mettant en péril l'objectif officiel d'une croissance de PIB d'environ 5% pour l'ensemble de l'année. En plus, ce qui n'aide pas à atteindre cet objectif de croissance, c'est que la confiance des consommateurs chinois est proche de ses plus bas niveaux, avec, pour ne rien arranger, un marché immobilier qui s'est littéralement effondré. Je lisais ce midi, Barclays estime que la crise de l'immobilier a détruit quelques 18 000 milliards de dollars de patrimoine des ménages, ce qui équivaut, écoutez bien le désastre financier, à environ 60 000 dollars par famille. Oui, là, c'est gênant. Hein. Autrement dit, à court terme, j'en suis désolé, je vais casser l'ambiance. Il ne faut pas s'attendre à ce que la Chine redevienne un moteur de croissance pour le secteur luxe. Vous attendez? L'incertitude sur les perspectives économiques et la crise du secteur immobilier pèse sur la classe moyenne et incite même les plus aisés à la prudence. En revanche, si on se projette sur plusieurs mois, là c'est plus intéressant. Les analystes de la Banque royale du Canada, qui suivent le luxe de près, notent que l'économie chinoise continue de souffrir d'une faible confiance des consommateurs et que les indices PMI indiquent une contraction et des dépenses modérées. Toutefois, ils estiment que le secteur luxe pourrait bientôt toucher un plus bas et que les mesures de relance sont un signe positif à court terme. Je cite les propos des analystes de la RBC. Nous pensons que nous nous rapprochons du bas du cycle sur le secteur luxe qui pourrait se traduire dans les 3 à 6 prochains mois, probablement fin 2024 ou début 2025 sur la base de nos prévisions actuelles. Et en supposant bien sûr qu'il n'y ait pas de nouvelle aggravation sur la demande. RBC dit par ailleurs observer, via des demandes qu'il reçoit, un début de retour des investisseurs sur les valeurs européennes du luxe. Et au sein du secteur luxe, selon RBC, les mesures de relance chinoises devraient soutenir notamment Swatch Group, Burberry et Richemont, les plus exposés aux revenus provenant de la Chine. Me concernant, je suis pas acheteur de Swatch et Burberry. En revanche, j'adore l'action Richemont, maison mère de quartier. Sur compte titre, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est clairement pour moi une des plus belles actions. Pour les sous-sous. Au passage, pour les nouveaux achats d'un compte bourse, vous aurez jusqu'à 100 € de frais de courtage offerts chez DeGiro, avec mon lien en description. Bref, moi, à mes risques, je suis assez d'accord avec les analystes de la RBC. Je pense, comme eux, que le secteur luxe finira par retrouver une dynamique haussière, à commencer par le leader mondial du secteur, à savoir LVMH, Moët & Cie Louis Vuitton. D'ailleurs, je vais en profiter pour répondre à une question. La dernière fois, comme je me targuais d'aimer toujours autant le secteur luxe, on m'a demandé pourquoi je ne profitais pas de la baisse pour acheter de nouvelles actions chez Bernard Arnault et abaisser ainsi mon PRU. En fait, c'est pas l'envie qui m'en manquerait, surtout que je vous renvoie à ce papier du 23 septembre sur LVMH, sur cette période de 20 ans, qui correspond grosso modo à 2 cycles économiques complets, LVMH s'est échangé en bourse de manière assez distincte autour d'une moyenne de valorisation de 20 fois ses profits, si on lisse ça
pour tenir compte des excès spéculatifs de la pandémie. Et cette moyenne de valorisation de 20 fois, c'est justement le centre de gravité vers lequel la capitalisation boursière de LVMH revient depuis quelque temps, alors que depuis 2016, cette action PEA s'est changée plutôt vers 30 fois les profits. Autrement dit, si on part du principe que le secteur luxe n'est pas mort, malgré ce phénomène de luxury shame, eh bien aujourd'hui ça signifie que le ratio risque-récompense est plus qu'intéressant sur LVMH. Donc, effectivement, c'est une période qui semble plus que jamais propice à l'investissement. Maintenant, et on en vient au pourquoi je renforce pas, le gros avantage de la bourse, c'est sa profondeur. Contrairement à un investisseur crypto qui, lui, est très vite limité dans le choix qualitatif qui s'offre à lui, à part Bitcoin et quelques autres cryptoactifs, on va pas se mentir, la qualité fondamentale se fait rare. Nous, en bourse, c'est tout le contraire, on a l'embarras du choix. Les marchés financiers regorgent de belles actions positionnées sur plein d'autres secteurs d'activité. Et comme moi, je vise du 10% annualisé sur LVMH, bien ce niveau de performance, je peux le retrouver aisément sur plein d'autres typologies d'actions, ce qui me permet au passage de me diversifier sectoriellement et ainsi diluer mon risque. Voilà pourquoi je ne renforce pas LVMH. Ce n'est pas par crainte sur la pérennité du modèle d'affaires. Si je renforce pas, c'est juste dans une optique de diversification patrimoniale. Surtout qu'il n'y a pas que le luxe pour jouer la relance de la Chine. Perso, en ce moment, je suis très optimiste sur Alibaba, le Amazon chinois. Pour comprendre tout le potentiel, je vous invite vivement, si ce n'est pas encore fait, à consulter l'analyse d'un confrère investisseur anglais, accessible librement dans mon message du 10 septembre, premier lien en description. Action Baba, qui s'est d'ailleurs apprécié de plusieurs pourcents depuis ce message, ce qui fait plaisir étant positionné. Et puisqu'on parle de l'importance de la diversification, je vais en profiter pour saluer une autre action opérant dans un tout autre secteur. Dans ma newsletter du 23 mars dernier, je vous avais partagé une recommandation acheteuse et analyse complète sur l'action Royal Caribbean Cruise. 6 mois après, c'est une performance de plus 29%. Et là, cette fois, on n'est pas dans la tech, mais dans le bateau de croisière. Tout ça pour dire que la bourse regorge de possibilités. Donc faut pas rester fermé à un seul secteur ou même une seule zone géographique. Je vous renvoie à l'approche de John Templeton, un pionnier de l'investissement international. Ce cadre de la finance a toujours encouragé les investisseurs à regarder au-delà des frontières nationales et des secteurs spécifiques. Les seuls investisseurs qui ne devraient pas se diversifier sont ceux qui ont raison 100% du temps. Et comme il est strictement impossible d'avoir raison 100% du temps, la diversification est une obligation. Voici donc, sur PEA, 5 valeurs très différentes dont les bénéfices devraient fortement rebondir en 2025. En tout cas, selon ce papier paru le 21 septembre dans le journal des finances investir. Et là où c'est intéressant pour les sous-sous, c'est que ce fort rebond possible des bénéfices pourrait, par ricochet, permettre au cours de bourse de retrouver une dynamique haussière. Dans le secteur ESN, secteur que j'aime beaucoup, on retrouve Alten. Dans le secteur fer et acier, on retrouve Aperam, qui tout comme ArcelorMittal semble apprécier aujourd'hui les annonces de la Chine. Dans le secteur de la consommation discrétionnaire / loisirs, on retrouve Beneteau. Pour info, sur ce secteur, j'ai toujours ma position ouverte sur Katana à 4,35 € que j'avais partagé en temps réel dans ma vidéo de juin dernier. Dans le secteur IT / édition de logiciels, on retrouve l'action PEA d'Assaut Systèmes, pareil, sur laquelle j'ai une petite position à 36 €. Très belle action PEA. Enfin, dans le secteur assurance, ou plutôt réassurance, on a l'action PEA Score qui devrait aussi voir une amélioration sur ses bénéfices. Si vous avez de votre côté des suggestions d'actions qui devraient aussi s'apprécier, n'hésitez pas à partager. Comme d'hab, je compte sur votre like si vous avez apprécié. Et concernant les pertes actuelles sur certaines actions, je terminerai par dire qu'il ne faut pas se laisser piéger ou brutaliser mentalement par les fluctuations du moment. Certes, ça fait pas plaisir lorsqu'on voit son capital placé rongé, mais ce qui compte lorsqu'on fait de l'investissement long terme, c'est la performance annualisée. Donc, si on croit que l'action qu'on possède peut nous générer avec le temps une performance annualisée à 2 chiffres, en fait, que l'action se casse la binette en ce moment n'a aucune importance. Puisque lorsqu'on fait de l'investissement, par définition, on se projette sur une détention de longue durée de l'actif. Et si on combine cette patience avec une belle diversification sectorielle et géographique, il n'y a strictement aucune raison de remettre en cause nos chances de prospérité. La bourse l'a historiquement prouvé. En tout cas, moi, c'est dans cette optique que je me range. Malgré certains coups durs qui, je rappelle, font partie du quotidien de tous les gros cadors de la finance, et bien malgré certains coups durs, je suis convaincu que j'aurai un avenir financier radieux. Merci pour votre suivi et bonne soirée à tous. I'm rich.